qui me fait de l'histoire, on va prendre l'air un télo, tu vois, avec la chipper. Bon, chers amis, donc nous continuons notre Zoom, nos conférences de haut niveau sur le Rabbi et l'État d'Israël. Et comme les beaux fruits ne proviennent que des racines profondes, on fait un petit flashback sur le cours de la dernière fois en réexpliquant un peu les origines du sionisme et de la relation du mouvement Lubavitch, en particulier des rabbis Lubavitch, avec l'histoire du sionisme. Alors, le sionisme, au départ, il faut savoir une chose, c'est qu'évidemment, les racines les plus profondes du sionisme, évidemment, c'est la Bible. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif des peuples, à savoir, il y a des mythes profonds qui sont dans nos gènes quasiment. Vous savez, les psychanalystes disent que lorsqu'un enfant naît, qu'il est encore dans le ventre de sa mère, lorsqu'un enfant est encore dans le ventre de sa mère, à l'état de fœtus, eh bien, son cerveau se connecte avec l'inconscient collectif du peuple dont fait partie sa mère. Ça correspond à ce qui est écrit dans la Torah, que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il y a une bougie allumée devant lui et il étudie la Torah. Et les psychanalystes, la science contemporaine, elle exprime ça dans son langage. L'enfant, il est dans le ventre de sa mère, il est connecté avec l'inconscient collectif du peuple auquel appartient sa mère. Non seulement l'enfant dans le ventre de sa mère, il ressent évidemment les moments de bonheur, les moments de détresse, les études de Torah, la prière. C'est vrai qu'une femme qui est enceinte, c'est bien qu'elle étudie plus la Torah que d'habitude, etc., etc. Parce que l'enfant ressent tout ça et ça le prépare à sa vie future. Mais en dehors de ça, non seulement il est lié aux impulsions que sa mère ressent, consciemment, mais il est aussi connecté à l'inconscient de sa mère, ce qu'elle ne ressent pas consciemment. Et même, il est connecté et il reçoit l'influence de l'inconscient collectif du peuple auquel appartient sa mère. Donc c'est très très fort. Et l'inconscient collectif du peuple juif, c'est des mythes, nos mythes fondateurs, c'est quoi les mythes fondateurs de tous les peuples du monde, c'est on descend des dieux, on descend de Hercule, on descend des extraterrestres. Puis nous, on commence la Haggadah de Pessah en disant, nous, nos ancêtres étaient idolâtres. Et ensuite, il y a eu Abraham qui a cassé les idoles de son père. C'était un révolté, un rebelle, et il a ressourcé l'humanité à une croyance première qui était le monothéisme, qui avait existé avant le paganisme, avant le polythéisme, mais qui avait été oublié. Voilà. Et il y avait toute une chaîne toujours de grands maîtres spirituels qui s'enchaînaient les uns les autres. Hein. La Torah en parle, il est presque 1000 ans, ce qui exprime une grandeur spirituelle hors norme entre la création du monde et le déluge. Et puis ensuite, après le déluge, ça s'est continué. Il y avait une chaîne de grands maîtres spirituels, mais qui ne cherchaient jamais à transmettre leur monothéisme à l'ensemble de l'humanité. Ils se transmettaient de élite à élite, de maître à disciple initié. Et il y a eu le fils de Noach, Shem, il y a eu Ever, le fils de Shem, etc. Et Abraham, lui, il ne faisait pas partie de cette chaîne héréditaire de grands maîtres spirituels qui ne s'intéressait pas au reste de l'humanité. Lui, c'était un rebelle, un fils de marchand d'idoles, mais il a cassé les idoles de son père et tout son but, c'était de convertir l'humanité entière au monothéisme. Et plus tard, ses enfants, Yitzhak et surtout Yaakov, ont été étudiés dans la yeshiva de Shem et Ever, le fils de Noach quand même, pour se ressourcer à ce monothéisme primordial qui avait existé depuis Adam Arishon, depuis le premier homme, mais que les hommes avaient oublié. Le grand apanage d'Abraham, c'est que lui, il a été un révolutionnaire, il a ramené toute l'humanité au service de Dieu. La croyance en Dieu dans toute l'humanité. Bon, même s'il y en a qui s'en servent mal, qui s'en sont mal servis ensuite. Mais donc ça sommeille dans les gènes, dans l'inconscient collectif du peuple juif. Et si bien que, comme Ben Gurion l'a dit quand on a demandé d'où lui venait sa passion pour défricher la terre d'Israël, il avait passé des années et des années à enlever les pierres de terrain pour préparer l'installation d'une famille d'agriculteurs, et ensuite il partait enlever les pierres sur un autre terrain. Et bien, il a passé toute sa jeunesse, en tout cas une grande partie de sa jeunesse à ça. Il a dit, ça me vient, mes premières images, je suis assis, mes premiers souvenirs d'enfance, j'ai entre 2 et 3 ans, je suis sur les genoux d'un homme qui a un grand chapeau noir, des grandes péotes et une grande barbe blanche, et il ouvre un livre et je suis sur ses genoux, c'est mon grand-père, il me fait rêver sur une terre merveilleuse qui nous appartient, un don de Dieu au bout du monde.
terre de lumière, ruisselante de lait et de miel. Bon voilà, ça n'est plus de là. Voilà. C'est pour ça que quand on lui demandait, mais quand les Nétouré-Carta jettent des pierres sur les gens à Jérusalem, pourquoi vous n'étiez pas en tôle? Vous ne tolériez ça nulle part. Il a répondu, bah, vous savez, quand on les voit, je vois mon grand-père. On ne met pas son grand-père en prison, même quand il me jette des pierres. Bon, je ne suis pas Nétouré-Carta, hein. Je ne suis pas pour qu'on jette des pierres sur les Juifs. Pas du tout, au contraire. Mais bon, voilà, c'était la réponse de Ben Gurion. Alors donc, voilà, est-ce qu'il y a que quand il y a eu la première assemblée sioniste mondiale, le premier congrès sioniste à Bâle en 1897, eh bien, lorsque les fondateurs du sionisme politique, ce n'étaient pas les fondateurs du sionisme tout court, hein, eux, le sionisme avait été créé à la suite des grands pogroms qui avaient éclaté en Russie en 1881-82. Mais lorsque donc Theodor Herzl et son lieutenant Max Nordau, qui eux étaient des juifs autrichiens, des juifs viennois, donc ou hongrois, mais donc qui étaient déjà très émancipés, très assimilés. Herzl était un grand journaliste de renommée mondiale, internationale. Il avait les portes ouvertes sur les élites occidentales. Alors, eux, ils avaient obtenu des Anglais la permission de créer un foyer des Juifs temporaires sur les hauts plateaux d'Asie centre-orientale, entre le Kenya et l'Ouganda. Lui, il a dit, voilà, c'est un asile de lui temporaire. Mais tous les Juifs russes, qui eux étaient encore tout proches de leurs racines, parce que la majorité des Juifs russes n'étaient pas encore émancipés ni assimilés. Alors, ces délégués juifs qui n'étaient pas religieux, mais ils étaient encore proches de leurs racines. Alors, ils ont dit, mais personne, jamais ça ne pourra enthousiasmer les foules juives, jamais l'Ouganda et le Kenya, ça ne servira à rien. C'est l'enterrement de notre rêve. Bon, finalement, Herzl s'était rendu, avait accepté leurs idées. Alors, maintenant, par contre, il faut savoir une autre chose, c'est que le sionisme, finalement, quelque part, il n'a rien d'original. Évidemment, c'est quelque chose de très original, très profond, puisque ça correspond finalement à la promesse de Dieu. On l'a lu il n'y a pas longtemps. On l'a lu il y a même pas 15 jours. Il y a une semaine, dans Parashat Bechukotai, il y a les fameuses klalotes, les fameux avertissements, les fameuses 49 bénédictions par lesquelles Dieu avertit le peuple juif que s'il ne respecte pas l'alliance avec Dieu, la terre d'Israël les chassera et elle reprendra de force les années shabbatiques qu'on ne lui avait pas données. Et en même temps, la Torah a prédit qu'on serait dispersé dans le monde entier et puis qu'il nous arriverait ce qui nous est malheureusement arrivé, hayolotier, comme on dit, ça s'est passé, ça ne se reproduira plus. Voilà, c'est une phrase que le rabbi dit quand il parle de choses pareilles. Et puis les clalotes continuent en disant et la terre restera inculte, elle deviendra inculte et désolée jusqu'à ce que vous y reveniez, parce qu'un jour vous y reviendrez, la terre refleurira. Même si vous êtes dispersés aux quatre coins du ciel, un jour je vous ramènerai, etc. Et Rashi, il explique au sujet de ce verset qui dit « la terre restera désolée », Rashi, il dit « ah ben ça c'est une bénédiction quand même ». Ça nous apprend qu'aucun peuple n'arrivera jamais à s'enraciner dans la terre d'Israël tout le temps que vous serez en exil hors de cette terre. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les peuples du monde, lorsque les Juifs ont été chassés d'Eretz Israël, ils ont été chassés par les Romains vers le 3e, 4e siècle. Et ensuite, quand l'Empire romain d'Occident a été envahi par les barbares du nord de l'Europe, l'Empire romain d'Orient s'est maintenu encore pendant quelques siècles. Et finalement, ces dépendances moyen-orientales, la terre d'Israël, dont la terre d'Israël, elles ont été conquises par les Arabes, qui ont donc chassé les Byzantins, qui étaient l'Empire byzantin, c'est l'Empire romain d'Orient qui avait changé de nom, dont la capitale était Constantinople. Et donc les Arabes se sont battus avec les chrétiens de l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, pour conquérir la terre d'Israël. Et puis finalement, ils ont réussi. Et puis plus tard, vers le XIIe siècle, les Arabes ont été chassés par les Turcs. Et les Turcs sont devenus les dépositaires de l'autorité sur Eretz Israël jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc pendant près de 7 siècles. Et les Turcs dominaient l'ensemble du monde arabo-musulman, dont Eretz Israël. Mais les Européens ont lancé des croisades entre la fin du XIe et le XIVe siècle pour reprendre la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël, évidemment, symboliquement, c'est les sources de toute la civilisation.
Alors c'est la source de toute la civilisation. Voilà, c'est la première civilisation qui interdit le sacrifice humain par l'interdit de la Kedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Comme j'ai entendu un jour d'un joli philosophe qui parlait sur France Info, il disait, ben voilà, le sacrifice d'Isaac, c'est l'abolition du sacrifice humain, c'est l'entrée dans la civilisation. Alors, tout le monde veut contrôler les sources de la civilisation. Celui qui contrôle les sources de la civilisation, eh bien, c'est comme s'il contrôle les eaux du Jourdain, il contrôle les eaux d'un fleuve. Après, on peut dévier le fleuve dans toutes les directions qu'on veut. On est le maître du monde, symboliquement le maître du monde. Mais une fois qu'ils avaient conquis la terre d'Israël, eh ben, elle leur éclatait dans les mains comme le jouet immérité d'un enfant capricieux qui ne mérite pas ce jouet. Il n'est pas pour lui, ce jouet. Donc, il s'est battu pour l'avoir, mais une fois qu'il l'a, eh ben, le jouet lui éclate dans les mains, il n'en prend pas soin, il le jette parce qu'il n'est pas à lui. Profondément, il n'est pas à lui. Et la terre d'Israël est restée inculte. Et les bénédictions, nous, notre génération, elle a eu, notre époque a eu ce mérite fou, incroyable, de voir se réaliser les bénédictions divines, la résurrection, la refloraison, le repeuplement grâce à Dieu de la terre d'Israël. Voilà, l'aboutissement des prophéties bibliques. Enfin, en tout cas, un palier important dans l'épanouissement. Et comme l'a dit le Rabbi dans son dernier commentaire, Parashat Vaïkel Pikoudi en 92, lorsque les Juifs sont sortis de Russie, il a dit, ça y est, le kibbutz Galouyot a commencé en Eretz Israël déjà depuis un certain temps. Ça, c'est la plus grande bracha, qu'il dit. Alors donc, bah oui, parce que la chita du Rabbi, vous savez, le fait que là on se dirige vers le mois de Tammuz, Gimel Tammuz, la Géoula du Rabbi, c'est un jour qu'on a toujours appelé Atralta de Géoula, début de la libération. Donc vraiment, la chita, la Nessiout du Rabbi, le règne du Rabbi, vous savez, on dit que c'est comme l'Akba Omer, hein, toute la grandeur de Rabbi Shimon, elle s'est exprimée ce jour-là, le jour où le tzaddik de ce monde remonte à Dieu. Alors toute ça, c'est le jour où tout son service de Dieu atteint son apogée. Ben, le Rabbi, c'était comme ça. Le Rabbi, c'est lui qui a commencé la Géoula. Voilà, Tralta de Géoula, c'est venu, c'était ça la mission du Rabbi, le début de la libération messianique, comme il a dit dans son dernier commentaire qu'il a prononcé de son vivant. Le kibbutz Galouyot a commencé. Le Rabbi avait attendu la sortie des Juifs de Russie, la libération de tous les Juifs du monde. C'est la dernière communauté qui était emprisonnée en 1992, le Rabbi l'a dit. Voilà. Bon, alors pour revenir d'un côté donc, les racines du sionisme, c'est quelque chose de très profond qui s'incruste donc dans la conscience collective du peuple juif et donc la conscience biblique. Mais d'un autre côté, ça a aussi quelque chose de très occidental, très européen, moyen. C'est-à-dire que dans la foulée de la Révolution française et des conquêtes napoléoniennes, à la fin du 18e et au début du 19e siècle, les idées révolutionnaires françaises, c'est-à-dire la conscience pour chaque peuple d'appartenir à une communauté nationale et solidaire, séparée de tous les autres peuples, mais qui défend ses propres intérêts solidaires et nationaux, c'est ce qu'on appelle le nationalisme, eh bien les Français l'ont propagé dans toute l'Europe, au fur et à mesure qu'ils conquéraient, qu'ils occupaient toute l'Europe. Ensuite, il y a eu un reflux, mais à partir de ce moment-là, tous les peuples du monde, dans le siège de la Révolution française, ont cherché à acquérir leur indépendance, leur autonomie, et en même temps leur liberté sur tous les plans, sur le plan pas seulement national, mais aussi sur le plan politique. C'est ce qu'on appelait la naissance du nationalisme. Voilà. Donc, il y a eu l'Italie qui était divisée en 15 États indépendants sous l'autorité du pape, même lointaine, qui ont réussi à s'unifier, à former un État indépendant. Les Allemands ont réussi aussi. En 1870-71, l'Allemagne qui était divisée en 50 petits États, ils ont réussi à s'unifier, à former un peuple national indépendant. Tous les peuples du monde, d'Europe à l'époque en tout cas, exigeaient leur indépendance. Voilà. Alors les Juifs, eh ben, c'était la même chose. Maintenant, ce mouvement sioniste, il est venu, c'est vrai, des Juifs qui n'étaient pas religieux. Qui étaient ces Juifs qui n'étaient pas religieux? Ben, c'était les Juifs, ce qu'on appelait influencés par la Haskalah. C'était le mouvement d'émancipation des Lumières qui avait commencé à Berlin à la fin du XVIIIe siècle, vers 1770, avec notamment le grand prophète de la Haskalah qui était Mendelssohn, qui lui-même était un juif orthodoxe. Mais leur slogan, c'était « il faut être un juif chez soi et un goy dehors ». Alors ils disaient « un juif chez soi et un homme dehors ». Mais bon, ça veut dire un goy dehors. Mais c'est très pernicieux parce que l'essentiel du judaïsme, c'est d'être un juif dans la rue. C'est ça le plus important. Donc, il nie à l'essentiel finalement. Sans le vouloir, sans le savoir, il nie à l'essentiel. Et plus il voulait absolument se montrer plus allemand que les Allemands, plus l'Allemagne leur répondait « vous êtes ce que vous n'êtes pas », jusqu'à ce que les nazis disent « tout juif qui parle allemand ment ». Voilà.
fait de parler allemand, c'est un mensonge ambulant. Alors, voilà, sans s'en rendre compte, ces juifs qui ont fondé les mouvements réformés et qui ont essayé de défendre, de diffuser leurs idées dans toute l'Europe de l'Est, notamment dans la communauté juive russe, qui était à l'époque, elle contenait les 2 tiers de la communauté juive mondiale, parce que à la fin du XVIIIe siècle, l'Empire russe avait inclus les 3 pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie, il avait inclus la grande majorité de la Pologne, etc., avec l'Ukraine, en plus des pays, entre guillemets, smarades d'Asie centrale, et la Géorgie, l'Arménie, etc., les régions caucasiennes. Alors, donc, c'était au moins les 2 tiers de la communauté juive mondiale qui vivaient dans une région ghetto dont ils n'avaient pas le droit de sortir en Russie. Et puis, il y a eu, finalement, les tsars ont commencé à s'ouvrir légèrement entre 1850 et 1870. Donc, il y a eu toute une frange de la bourgeoisie juive émancipée qui était travaillée par les idées qui venaient de Berlin, qui venaient de la Scala, du mouvement des Lumières, de l'Europe occidentale, que si l'antisémitisme existait, ben, c'était la faute des juifs. Ils jetaient sur eux-mêmes le regard que les antisémites leur jetaient. Voilà, c'est ce qu'on appelle le comble de l'aliénation. Et c'est pour ça que c'est d'Allemagne que c'est venu. Comme le disent des historiens, des grands historiens, l'historien Léon Poliakov, qui n'était pas du tout un juif religieux, hein, il était très proche du mouvement Loubavitch pendant la guerre 39-45, il était caché et travaillait avec un orphelinat à Loubavitch, tenu par un cousin du rabbi, le Rav Zalman Schneerson, qui avait un orphelinat qui se cachait dans la zone libre, dans la région de Nice, Marseille, pendant toute la guerre 39-45. Et lui, Léon Poliakov, c'est un grand historien, il a écrit un volume, 2 volumes que je vous conseille, Histoire de l'antisémitisme, un truc magnifique. Lui, il n'était pas religieux, hein, mais il était très impressionné par cette puissance des Hassidim Lubavitch et de leur orphelinat. Il a partagé la guerre avec eux, en se cachant avec eux. Et il témoigne qu'une fois, ils ont eu l'occasion d'être cachés par un couvent, et Zalman Schneerson a refusé en disant, avec tout ce qui nous est fait dans l'histoire, hors de raison de profiter d'eux. Et quand même, il a réussi à protéger tout son orphelinat. La grande majorité ont réussi à survivre à la guerre grâce à lui. Bon. En tout cas, il y avait donc en Russie, dans les années 1850-1870, une frange de la population très minime, hein, peut-être 5% de la population, qui s'était déjà, entre guillemets, émancipée et assimilée, qui avait accepté les idées des Lumières de Berlin en disant qu'il faut être un juif chez soi et un goy dehors, et que s'il y a l'antisémitisme, c'est parce que nous, les juifs, on doit parler une langue différente, on a des habits différents, voilà, on est immêlable avec les autres, donc immétable. Et puis donc, voilà, quand on va stopper le séparatisme juif, et on s'habillera comme eux, on parlera comme eux, on ira dans leurs écoles, et ben même si on garde une petite flamme juive à l'intérieur de nous, on garde nos traditions chez nous, mais uniquement chez nous, et ben les goïs, ils arrêteront de nous détester, il n'y aura plus d'antisémitisme, et surtout on va recevoir grâce à ça les droits civiques, et voilà, il y aura l'égalité comme il y a en France, en Angleterre déjà à l'époque. Mais c'était faux, c'était faux. Pourquoi c'était faux? Parce que, comme le dit l'historien Poliakov, hein, qui m'avait dit par les Juifs, il dit, mais en agissant ainsi, en mimant les Allemands, en se prétendant plus Allemands que Juifs, et c'était Juifs russes, c'était la même chose pour eux, l'âme russe, ça y est, c'est fini, ils se sentaient plus russes que Juifs, eh bien, ils se détruisaient à moitié eux-mêmes. Si bien que les antisémites n'avaient plus qu'une moitié de Juifs face à eux. Alors, un Juif entier qui a des péotes et une barbe, bah, ça fait peur parce que ça fascine l'Occident. Les antisémites ont toujours été fascinés par les Juifs qui s'imaginent être une superpuissance mondiale, invisible, dangereuse. Alors ça leur fait peur de voir un Juif entier. Mais quand le Juif s'est déjà détruit lui-même à moitié, qui essaie absolument de se montrer ce qu'il n'est pas. Voilà, vous êtes ce que vous n'êtes pas, leur répondait l'Allemagne. Ben voilà, un Juif entier, on n'ose pas vouloir le détruire complètement parce qu'il fait peur. Mais un Juif qui est déjà plus qu'une moitié de Juif, là, on peut essayer de le détruire complètement. Et ça a été le nazisme. Voilà. Bon, attention, hein, c'est pas du tout un système de récompense-punition. Pas du tout. Le rabbi a déjà dit plusieurs fois, dire que les Juifs ont été punis de leur péché par la Shoah, c'est un chilou lachem, une profanation du nom de Dieu. Ça vient d'un mystère divin auquel on n'a pas accès, mais sûrement pas une punition, du shalom. Dire ça, le rabbi est très dur, très sévère là-dessus. C'est profaner Dieu que de dire ça. Mais sociologiquement, quand on pose un regard objectif, historique, entre guillemets scientifique sur l'histoire, ben, ça a été ça. Voilà.
voilà, c'est comme un général qui fait la guerre. S'il a perdu un combat que Dieu préserve, il ne va pas dire c'est Dieu qui m'a puni. Non, il n'a pas le droit de dire ça. Il doit réfléchir quelles erreurs de stratégie qu'il a faites qui l'ont amené à la défaite. Voilà, ben, c'est la même chose. Bon, en tout cas, donc le sionisme, il s'insère dans le mouvement des nationalismes européens. Ces juifs ces juifs, il y a des juifs qui commencent à dire, ben voilà, tous les peuples du monde, ils réclament leur indépendance, tous les peuples européens, en tout cas, leur autonomie, ben nous aussi, nous aussi. Donc il y a des livres qui sont écrits par des rabbins, et puis aussi par des juifs laïcs, mais au départ, c'était surtout des rabbins qui se sont basés sur des sources toraniques pour dire que voilà, c'était une grande mitzvah d'aller recréer un État indépendant juif sous l'Empire ottoman, puisque la Palestine, c'était une poubelle de l'Empire ottoman, complètement délaissée, voilà, de l'Empire ottoman. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1881, il y a eu l'assassinat du tsar Alexandre II par des révolutionnaires russes, et le gouvernement russe, qui avait tenté d'émanciper, a pris des mesures en faveur des Juifs, brusquement a été traumatisé par cet attentat. Et c'était évidemment, cet attentat, c'était dû à des révolutionnaires qui n'étaient pas juifs. Hein. Et alors, le gouvernement est revenu en arrière, le gouvernement russe, et à partir de 1881, il a tout fait pour détourner contre les Juifs la colère du peuple. Et le Juif a retrouvé son rôle transhistorique de bouc émissaire. Donc ici, le gouvernement a organisé des pogroms dans les années 1881-82, a mis des numerus clausus, des interdits aux Juifs de fréquenter l'université, de rentrer dans les lycées, dans les universités, alors que les Juifs composaient parfois 50% ou 80% des villes. Il n'y avait que 3 ou 5% d'entre eux, 10 maximum, qui pouvaient rentrer dans les lycées et les universités. Alors tous ces juifs qui voulaient s'assimiler d'un seul coup, ils ont reçu un coup de fouet dans la figure. Et donc ils sont devenus sionistes. Voilà, c'est le début du sionisme, les grands pogroms de 1881-82. Bon, ça avait déjà commencé un peu avant, hein, mais voilà. Le sionisme a été le fruit de l'antisémitisme, il faut dire ce qu'il est. Et puis profondément, il est le fruit, évidemment, de cet attachement inconscient que tous les juifs du monde ont dans leur gène, dans leur inconscient collectif, les racines de cette terre de lumière qui nous appartient au bout du monde et que Dieu nous a promis, même si on est assimilé, ça sommeille à l'intérieur de soi, et au moindre choc extérieur, ben, ça se réveille. Voilà. Comme le rabbi a demandé une fois à Yitzhak Rabin, il y a la vidéo, Yitzhak Rabin, à l'époque, avant qu'il soit Premier ministre, à l'époque où il était ambassadeur d'Israël à Washington, alors il est rentré à Yehidout Rabbi, le rabbi lui a demandé qu'est-ce qui a façonné l'identité juive? Est-ce que c'est la culture juive en elle-même, la Torah, le judaïsme, ou est-ce que c'est l'antisémitisme? Est-ce que ça a été le positif ou le négatif qui a façonné l'identité juive? Alors Rabin n'a rien répondu, il ne savait pas. Le rabbi a répondu c'est les deux. Et voilà, c'est les deux. Alors, donc en 1881-82, à cause de ces pogroms russes, il y a quelques dizaines de jeunes juifs russes qui quittent la Russie pour aller travailler la terre, se sacrifier pour aller travailler la terre et faire renaître peut-être un jour un État juif en Palestine. Voilà, qui appartient à l'époque à l'Empire ottoman. Mais c'est très difficile parce que l'Empire ottoman interdit de vendre des terres aux juifs. Donc, il faut arriver à contourner la loi, à acheter la terre en cachette, etc., etc. Bon, finalement, il y a des quêtes qui sont menées dans tout l'Empire russe. Et maintenant, il faut voir qu'entre 1881 et 82, le début des grands pogroms en Russie, et la guerre 14-18, donc pendant presque 40 ans, il y a eu environ 10 000 juifs qui sont partis en Eretz Israël, peut-être 20 000. Il y en a eu presque 2 millions qui sont partis aux États-Unis. D'accord. Voilà. Mais c'est possible hein, que c'est quelques milliers, moins de 20 000, qui sont partis pour défricher la terre de Eretz Israël. Ils aient eu plus de poids sur l'histoire juive que les 2 millions qui sont partis aux États-Unis. Voilà. Maintenant, Rabbi Lubavitch avait organisé des communautés juives et des aliotes en Eretz Israël depuis déjà très très longtemps. Ils n'avaient pas attendu 1880. Déjà en 1788, le premier rabbi, le Admour Azaken, le Baal Hatanya, avait voulu partir avec les autres hassidim en Eretz Israël. Puis finalement, on l'avait convaincu que lui, son rôle, c'était d'illuminer la diaspora et qu'il devait rester. Voilà, il y avait eu le fameux mot du rabbi Yaakov Yosef de Polnoï,
qui avait regardé tous les chassidim qui avaient déjà formé leur caravane pour partir en Eretz Israël, qui avait fait halte chez lui, étape chez lui, parce que lui, il était le plus vieux disciple du Baal Shem Tov. Et il a demandé, en fixant le Alter Eder, le Baal Atania, mais qui est ce juif dont le rôle d'illuminer le monde entier? Et donc tout le monde s'est retourné vers le Alter Eder, puisque c'était lui qui était fixé par le Rav de Polnoï. Et donc le Alter Eder, après beaucoup de réflexion, a accepté de rester. Voilà. Ensuite, son successeur, mais par contre, il a toujours fait des quêtes pour soutenir les communautés juives qui étaient en Eretz Israël. Et ensuite, son fils, qui lui a succédé, le Admoraim Tsaïd, Rabbi Dovber, il a aussi envoyé de nouveau des familles s'établir, des familles de Chassidim s'établir à Hebron notamment, et à acheter des biens à Hebron. Et des biens que le Rabbi d'ailleurs a réclamés en 67 quand Eretz Israël a récupéré Hebron. Et le Tzemar Tzedek a envoyé d'autres familles de Chassidim pour enrichir par leur présence la communauté juive d'Eretz Israël. Et le Rabbi Rachab a aussi acheté des terres, acheté des propriétés en Eretz Israël, le fameux Beit Romano à Hebron. Et le Rabbi précédent a visité Eretz Israël, il hésitait s'il ne devait pas se fixer en Eretz Israël définitivement, mais il a dit qu'il y allait seulement pour visiter, pour prier sur les tombes des tzadikim, parce qu'en Russie il ne pouvait plus y aller. Bon, finalement, il a choisi de revenir en Europe. Et il y a eu le grand divorce momentané entre le sionisme et le mouvement Lubavitch, ça a été en 1882. En 1882, bon, il y avait déjà eu à l'époque du Tzemar Tzedek, il y avait la chita de Lubavitch, c'était pas d'aller tous en Eretz Israël, c'est clair. Vers les années 1840-1850, il y avait un chassid qui voulait beaucoup partir en Eretz Israël, mais pas pour cultiver la terre, pas pour la renaissance physique de l'État d'Israël, pour prier, pour étudier là-bas. Parce qu'il disait qu'en Terre Sainte, il prierait mieux, il étudierait mieux. Alors, le Tzemar Tzedek lui avait dit, Mardo, Eretz Israël, fait ici, Eretz Israël. Ça, c'est la devise Chabad. Là où on est, on doit faire ici, Eretz Israël, par notre prière, par notre étude, surtout à notre époque, par notre Ufaratzta, par notre Afatzata et notre Kutsa, chez les Juifs et les adultes, chez les Goïs. Transformer le monde entier en sanctuaire pour Dieu. Bon, bien que le Rabbi il a encouragé énormément de gens à partir en Eretz Israël, ça c'est sûr. Notamment pendant la première guerre du Golfe en 90-91, plus personne n'osait y aller. Le Rabbi a dit non seulement il faut y aller, mais il faut dire à tout le monde d'y aller, c'est l'endroit le plus sûr du monde. À l'époque, le Rabbi était le seul face au monde entier à dire ça. Bien, mais en 1881-82, quand il y a eu les premiers mouvements de pionniers et des Chalutzim de deux organisations des Juifs russes, le Bilou et les Chovevet Zion, qui ont commencé, ils étaient quelques dizaines à peine à aller partir en Eretz Israël pour cultiver la terre. Et la terre d'Israël, elle était moitié désert, moitié marécage. C'était très dangereux de travailler la terre pour assécher les marécages. Tous les jeunes pionniers, ils attrapaient le paludisme, la malaria. On ne connaissait pas à l'époque l'hexachloroquine du professeur Raoult, qui est un médicament qui est capable de guérir le paludisme. Donc, sur un groupe de 50 jeunes qui travaillaient la terre à assécher un marécage, toute la région côtière était devenue marécageuse à force d'être laissée inculte comme ça pendant des siècles et des siècles. Eh bien, il y avait la moitié qui était frappée d'attaques de grosses fièvres, qui était à 40 degrés sous la tente en train de délirer, puis l'autre moitié qui travaillait. Puis quand la crise était passée, ils se relayaient. Et les autres prenaient leur place sous la tente, voilà, puisque le paludisme, ça procède par des attaques périodiques. Bon, enfin, il y en a beaucoup qui sont morts comme ça. En tout cas, le divorce avec le sionisme, ça a été quand le mouvement du Bilou, c'était donc le mouvement sioniste de l'époque, en 80-82, ils avaient évidemment, imprégnés par l'inconscient collectif biblique du peuple juif, ils ont choisi le terme Bilou, qui était l'acrostiche, les initiales des 4 premiers mots d'un verset du prophète Ishayahu, qui est le prophète de l'ère messianique par excellence. Bnei Israël, enfant d'Israël, donc c'est Bi, Bnei Israël, Lechu venelcha, partez et partons. Et la suite du verset, c'est Be'or Hashem, à la lumière de Dieu. Partez et partons à la lumière de Dieu. Mais ils n'ont pas voulu rajouter les initiales de Be'or Hashem, à la lumière de Dieu. Ça aurait fait Bilouba.
Alors, le Rav Marash a rencontré les dirigeants du Bilou. Il leur a, comme il était très très investi dans la lutte contre les pogroms et toutes les persécutions, et qui parlait toujours en menaçant le gouvernement russe de soulever contre la Russie toute la finance juive mondiale, et il a réussi, souvent en grande partie. Eh bien, il a dit, il était très très bien introduit auprès du gouvernement russe, qui le respectait et le craignait beaucoup. Alors il a dit aux dirigeants du Bilou, si vous rajoutez les initiales des deux derniers mots, Be'or Hashem, que enfants d'Israël, levez-vous et partons à la lumière de Dieu, eh bien, dans ma prochaine rencontre avec les ministres russes, je les avertis que je quitte la Russie avec 100 000 familles juives pour Eretz Israël. Mais les dirigeants du Bilou ont refusé, et donc le rabbi a renoncé. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces colonies juives, elles n'auraient pas pu survivre sans l'aide également du baron de Rothschild, le baron français de Rothschild, qui, lorsqu'il a appris que des jeunes juifs peinaient et qui n'arrivaient pas à cultiver la terre, ils ont été incapables, c'était des jeunes intellectuels, à la limite, ils prenaient des ouvriers arabes finalement pour faire le travail à leur place, et ça ne marchait pas. Ils mouraient de la malaria, du paludisme, etc. Alors il a envoyé des équipes d'ingénieurs agronomes qui ont fait un travail scientifique, il a racheté les colonies, il les a sauvées de la faillite. Bon, à l'époque, ça ne valait une bouchée de pain en Palestine, malgré que les Arabes faisaient monter la spéculation foncière. Les prix des terres ont été multipliés par 50 ou par 100 pour le 19e siècle. Et lorsqu'on est arrivé à la deuxième vague de pogroms 1903-1905 en Russie, c'est une vague de pogroms terrible, il y avait presque 1 millier de morts en un an, dans tout le pogrom, des centaines de pogroms dans toute la Russie. Il y a une deuxième aliyah, une deuxième montée sioniste, très très inférieure à la quantité de juifs qui partaient aux États-Unis, toujours, 100 fois moins. Mais quand même, il y en avait. En 1909, on a commencé à fonder Tel Aviv. Et voilà, on peut voir sur les actualités cinématographiques de l'époque, la moitié des habitants de Tel Aviv travaillent dans la construction immobilière. Et ils vont prendre le sable sur la plage avec des chameaux pour en faire du ciment et construire des maisons. Et puis, bien sûr, il y a les Moshavim et les Kibbutzim, voilà, qui ont racheté les terres à l'Empire ottoman et qui ont réussi à racheter des terres et qui travaillent dessus. Bon. Et en 1914-18, l'Empire turc, l'Empire ottoman, on l'appelle déjà en Europe le colosse au pied d'argile, le malade de l'Europe, parce qu'il est très étendu, mais il est devenu économiquement et scientifiquement et politiquement très faible. Eh bien, il a eu la mauvaise idée en 14-18 de s'allier avec l'Allemagne et l'Autriche, donc il perd la guerre. Et le général anglais Allenby libère Eretz Israël de la domination ottomane turque qui dure depuis déjà presque 700 ans. Et donc, il y a la fameuse déclaration Balfour, évidemment, que tout le monde connaît, en 1916-1917, par laquelle l'Angleterre, par l'intermédiaire de son ministre Lord Balfour, il faut savoir que Lord Balfour, c'est un protestant. Les protestants, c'est des gens qui étudient beaucoup plus la Bible que ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. Ils étudient beaucoup plus la Bible juive, traduite en anglais, donc ils connaissent tous la géographie d'Eretz Israël par cœur, aussi bien que celle de l'Angleterre. Et donc, ils ont aussi ces archétypes qu'à la fin des temps, c'est que dans la Bible, Dieu ramènera son peuple en Israël, ça fait partie de la résurrection de Jésus, du Christ, voilà. Bon. C'est dans leur gène aussi, c'est dans leur inconscient collectif, des protestants. Alors, parce qu'ils ont fait au XVIe, XVIIe siècle le grand retour à la Bible juive en se révoltant contre le pape. Alors, bon, on voit ça chez les mythes fondateurs des États-Unis aussi. C'est pourquoi il y a toujours cette proximité entre les États-Unis et Médinat Israël, l'État d'Israël. Alors, donc, la déclaration Balfour, le gouvernement anglais s'engage à créer en 1916-1917 à créer un foyer national juif en Palestine et que tous les juifs du monde qui le désirent peuvent s'y établir. Alors, à l'époque, à la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18, il y a à la faveur de la guerre civile et des pogroms terrifiants qui font presque 100 000 morts en Russie dans les années 1918-1920, il y a de nouveau quelques dizaines de milliers de juifs qui quittent la Russie pour se réfugier en Eretz Israël,
parmi eux le célèbre poète Bialik. Lui, Ben Gurion, et les fondateurs de l'État d'Israël, les futurs fondateurs, eux, ils sont partis dans la deuxième alliance, de 1903-1905, consécutive aussi au grand pogrom de cette époque-là. Voilà, il y a eu 3 vagues de pogroms, 1881-83, 1903-1906 et 1918-1920 qui ont créé les 3 grandes alliances. Puis ensuite, à partir de la montée de Hitler au pouvoir en 1933, alors la population, en quelques années, elle a triplé en Eretz Israël à cause de l'arrivée en masse des 300 000 juifs allemands. Et 300 000 qui, par contre, sont restés prisonniers en Allemagne. Alors, donc, lorsqu'on arrive en 1920, après la Première Guerre mondiale, il y a déjà environ 50 000 juifs en Eretz Israël, au milieu de 500 000 arabes. Puis il y a des crises économiques, c'est très dur de s'enraciner en Eretz Israël. C'est une terre qui repousse ses habitants. Mais ceux qui s'agrippent, grâce à Dieu, ils s'agrippent. Mais tout de suite, les Arabes, évidemment, ils n'acceptent pas cette présence juive, qui accapare les meilleures terres, qu'on a achetées très cher. Et dans alors l'idéologie des jeunes sionistes, surtout à partir de l'époque de Ben Gurion, ce sont des gens qui sont imprégnés d'idéal révolutionnaire, d'idéal souvent marxiste, communiste. Donc ils créent les fameux kibbutzim, ils veulent régénérer le peuple juif par le travail à la terre. Et une chose que voulaient déjà les rabbis d'Oubavitch à l'époque en Russie, le Hadmour Azaken, le Mitel Rebel, le Hadmour Haïm Saïd, le Tzemar Tzedek, ils voulaient à tout prix pousser les juifs à se régénérer et à diminuer l'antisémitisme en montrant que les juifs sont capables de travailler la terre. Ils ont écrit des lettres où ils expliquent ça. Mais en Russie, ils le faisaient en Russie. Bon, en tout cas, les jeunes sionistes, c'est des gens qui ont un dégoût de la vieille image du juif usurier, prêteur d'argent, qui est colporteur. Vous savez, en Russie, les juifs, ils étaient coupés dans une région ghetto dont ils n'avaient pas le droit de sortir. Et il y avait 5 millions de juifs en Russie en 1900, en le recensement de 1900. Et les 3/4 d'entre eux, ils étaient petits commerçants, artisans, commerçants ambulants, prêteurs sur gage, bon, etc. etc. Alors, à l'époque, la majorité de tous les peuples du monde, ils travaillaient dans le secteur primaire, c'est-à-dire soit l'agriculture. En Russie, 80% de la population travaillait dans l'agriculture. C'est un pays encore très attardé. Ensuite, la pyramide se resserrait en son milieu, c'était le secteur secondaire, le secteur industriel de transformation. Puis ensuite, il y avait le secteur, pour tous les peuples du monde, il y avait le sommet étroit de la pyramide qui était les professions commerciales ou libérales. Mais chez les penseurs sionistes, notamment le fameux Borokhov, disait qu'en diaspora, la communauté juive, elle avait la pyramide juive, elle, à l'opposition de tous les peuples du monde, elle avait la tête en bas et les pieds en l'air. 80% des juifs de Russie, 90% même presque, et travaillaient, c'est des petits commerçants, des petits artisans, des colporteurs, des marchands ambulants, qui vivaient dans la misère. Leur misère dans la région ghetto dont ils n'avaient pas le droit de sortir, elle dépassait la misère des paysans russes. Et donc, ils voulaient régénérer le peuple juif, en faire un peuple fort, athlétique, physiquement athlétique, fier. Ils pensaient que cette résurrection ne pourrait s'accomplir qu'en Eretz Israël, dans un État indépendant. Bon. Donc, c'était des grands idéalistes qui rejetaient l'argent, la possession de l'argent. Ils avaient une haine de l'argent, de l'égoïsme petit bourgeois. Cette identité du juif usurier. Alors évidemment, les juifs étaient usuriers parce que pendant tout le Moyen-Âge et même après, on leur interdisait toutes les professions. On leur interdisait d'acheter des terres pour les cultiver. On leur fermait les portes de tous les artisanats. Les femmes, il fallait faire partie d'une guilde pour entrer dans l'artisanat. Mais on leur refusait le droit d'entrer dans les guildes, dans les associations d'artisans. Donc on leur liait les mains, selon l'expression de Mendelssohn, et on les accusait de ne pas s'en servir. Mais voilà, c'était comme ça. Donc il y a eu la grande aliyah des juifs allemands avec la montée du nazisme, bien sûr, 300 000 juifs allemands qui sont montés en Eretz Israël en 1933 et 1939. Et les Arabes, évidemment, ont commencé à lancer des pogroms. Alors, ils ont lancé des pogroms dès 1921. Leur chef, c'était Al-Hajj El-Hosseini,
qui d'ailleurs était un parent éloigné plus tard de Yasser Arafat. Et il y avait des Palestiniens, entre guillemets, modérés, qui cherchaient une entente avec les Juifs, mais ils ont tous été assassinés par la branche fanatique, celle de Hossein. Il y a eu les grands pogroms de 1922, de 1929. Alors il y avait les jeunes sionistes, eux, ils avaient déjà une Haganah, ils avaient une défense armée autonome. Bon, ils se battaient à coups de gourdin, hein, avec quelques revolvers quelquefois, parce que les Anglais leur interdisaient d'avoir des armes. Donc les victimes, essentiellement, c'était les Juifs du vieux Yishuv, qui étaient là pour prier, pour étudier, les descendants des premières aliotes des Chassidim, des Mitnagdim, mais qui, eux, ce n'était pas de leur culture de se battre. Donc, par exemple, le pogrom de 1929, à Hebron, tous les Juifs de Hebron, une centaine, ont été massacrés et, dans des tortures terrifiantes. Et les survivants se sont réfugiés à Yerushalayim. Et Rabbi Rayat, qui venait de visiter la communauté de Hebron quelques jours auparavant, il a appris la nouvelle sur le bateau, il a eu un choc nerveux, il est tombé malade et il ne s'est jamais complètement relevé de ce choc nerveux qu'il a eu en apprenant le massacre de la communauté juive de Hebron dans le bateau. C'est là qu'ont commencé ces problèmes neurologiques qui ont fait que finalement, il se déplaçait sur une chaise roulante à la fin de sa vie. Et qu'on avait beaucoup de mal à entendre ce qu'il disait, même s'il a gardé sa force psychique et son roi Hakodesh en l'amplifiant jusqu'au bout. Mais bon. Donc, il y a ces pogroms qui frappent souvent ceux qui ne savent pas se défendre, c'est-à-dire les juifs pratiquants, bien qu'il y a aussi beaucoup de Khaloutsim qui sont tombés dans des guet-apens qui sont morts à l'époque. Alors, maintenant, dans les années 30, avec la montée du nazisme, Hitler au pouvoir le 30 janvier 1933, les Anglais comprennent qu'ils recherchent absolument à apaiser les Allemands, ils recherchent à éviter la guerre à tout prix, ils permettent à Hitler, ils lui donnent tout ce qu'il veut pour éviter la guerre, mais ils savent en même temps qu'une guerre est possible. Donc les Anglais, à l'époque, c'est la première puissance coloniale du monde, ils ont des colonies partout, des bases stratégiques dans le monde entier, c'est une superpuissance. À l'époque, l'Angleterre, c'est la superpuissance quelque part, bien que la puissance montante, c'est les États-Unis, bien sûr. Mais enfin, ils tiennent encore le rôle de gendarme des mers, avec la première flotte du monde. Et ils ne veulent pas se mettre à mal les 50 ou 100 millions d'Arabes du Moyen-Orient pour les 500 000 Juifs qui habitent maintenant en Eretz Israël en 1937-38. Donc en 1936, surtout que c'est la région où d'où vient le pétrole, qui sont exploités par les sociétés anglaises, et c'est la région du canal de Suez, qui est l'artère stratégique par laquelle tous les produits circulent pour venir de l'Inde, qui est la grande colonie anglaise, de l'Asie du Sud. Donc, pour eux, c'est des artères. Le Moyen-Orient, c'est un pôle stratégique, économique et militaire fondamental. Donc, ils ne vont pas sacrifier leurs intérêts pour cette petite communauté juive. Donc, ils reviennent sur leurs paroles et ils éditent une série de règlements à partir du début des années 30 qu'on appelle les livres blancs, dans lesquels ils raréfient le droit des Juifs de rentrer en Eretz Israël. Et alors qu'au début, dans la déclaration Balfour de 1916-1917, le foyer juif était ouvert à tous les juifs du monde qui le désiraient, et finalement, déjà dans les années 30, il y a de grandes restrictions. Pour aller en Eretz Israël, il faut avoir une preuve qu'il y a là-bas un travail qui nous attend. Moi, personnellement, j'ai mon cousin, Daniel Chilo, qui a fait une petite fête il y a un an, vous avez invité, pour célébrer la dette que notre famille a envers un oncle qui s'était établi en Eretz Israël vers 1920, qui avait créé une petite fabrique de verre, de miroiterie, et qui a envoyé des faux certificats de travail à 5 petits cousins, arrière-petits-cousins à lui, qui voulaient immigrer, mais qui ne pouvaient pas. Et ils ont fait ces 5 petits cousins et cousines ont fait des mariages fictifs pour permettre à un autre juif ou une autre juive de partir avec eux. Finalement, ils sont tous mariés. Ils ont tous été heureux ensemble. Lui, mon cousin Daniel, qui était le Shlita, il souhaite une bonne santé, une très très longue vie. Il était fils unique d'ailleurs, et il était le porte-parole des Rabbani Yesha à une époque. Donc c'est grâce à Dieu un rave connu dans la communauté des sionistes religieux, des Datim Leumim. Il était d'abord à Vagdoumim, puis ensuite il
il est rave à côté de Carnet-Chambronne. Alors, donc, il y a en 1936-39, il y a ce qu'on appelle la grande révolte arabe. Pendant 3 ans, les Arabes vont interdire l'accès de toutes les routes aux Juifs en faisant des embuscades partout. Pendant ces 3 ans, il y a 500 Juifs qui vont être tués sur les routes d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, il y a une scission dans le mouvement sioniste. Il y en a qui disent, il faut nous aussi nous attaquer, faire des attentats en représailles sur la population civile arabe. Non, mais finalement, la tendance majoritaire dans le Yishuv, c'est la tendance de Ben Gurion, c'est la gauche humaniste et révolutionnaire qui considère que l'État d'Israël doit être un exemple pour le monde entier et qui va pousser tous les peuples du monde à obtenir leur indépendance et l'égalité mondiale. Donc, ils refusent. Et ce sont les Anglais qui mènent la répression contre les Arabes et qui font des milliers de morts chez les terroristes arabes. Mais bon, finalement, on arrive en 1939 et en janvier 1939, les Anglais produisent un dernier livre blanc où quasiment toute immigration juive devient interdite en Palestine. Et déjà en 1938, à la conférence d'Évian, c'était une conférence organisée en France à l'initiative de la Société des Nations pour statuer des problèmes des réfugiés dans le monde. Mais c'était une façon diplomatique, donc hypocrite, grossièrement hypocrite, de parler du problème des Juifs allemands qui battaient de leurs ongles les murs de l'Allemagne pour s'en sortir, et surtout de l'Autriche qui venait aussi d'être annexée, et qu'aucun pays au monde n'acceptait. La France, elle était plus généreuse. Les 400 000 juifs austro-allemands qui voulaient s'enfuir d'Allemagne, puisque l'Allemagne venait d'annexer les 100 000 juifs allemands aussi, autrichiens, pardon. La France, de Léon Blum, le juif socialiste Léon Blum, elle a été plus généreuse que les autres, elle a accepté 50 000, mais il y en avait encore 350 000 qui restaient prisonniers dans le Grand Reich. Et l'Angleterre a décrété qu'elle ne viendrait pas à la conférence d'Évian si on abordait le problème de l'immigration juive en Palestine. Et en janvier 1939, il y a eu l'interdiction quasi totale pour les Juifs d'émigrer en Palestine. On en acceptait 15 000 dans l'année. Il y en avait 350 000 qui voulaient venir, et puis plus tous les Juifs de Pologne et d'autres pays qui voulaient venir aussi, pour fuir l'antisémitisme qui s'était propagé dans toute l'Europe centrale. En suivant l'exemple du nazisme. Bon, il y a eu un homme qui a dénoncé farouchement ce livre blanc en dénonçant la trahison faite et la trahison envers la parole donnée faite par le gouvernement anglais. C'était Winston Churchill, qui était dans l'opposition. Et Winston Churchill tonnait contre la politique d'apaisement envers Hitler depuis des années. Sa fameuse déclaration après la conférence de Munich, où l'Angleterre avait trahi son alliance avec les Français et les Tchécoslovaques, et la France avait suivi en trahissant la Tchécoslovaquie, en l'obligeant à céder tout ce qu'Hitler réclamait. En septembre 1938, Churchill, alors que Chamberlain était acclamé à son retour en Angleterre, Churchill, qui était un député de l'opposition, avait pris la parole à la tribune en disant « Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre. Le déshonneur, vous l'avez eu. La guerre, vous l'aurez aussi. » Et il a aussi protesté contre le livre blanc qui interdisait aux Juifs l'achat de terres et l'entrée tout simplement en Eretz Israël. Bon. En 1937, il y avait eu une commission de la Société des Nations pour savoir ce qu'on pouvait faire de la Palestine. Parce que finalement, l'Angleterre, elle avait reçu un mandat de la Société des Nations, créée pendant la Première Guerre mondiale, en 1917. Elle avait reçu un mandat, c'est-à-dire un mandat de mission de la Société des Nations pour administrer la Palestine et également la Jordanie, pour guider ces pays vers l'indépendance. Mais quelle sorte d'indépendance? La France, elle avait reçu de la Société des Nations un mandat pour administrer la Syrie et le Liban. Et en 1937, il y avait déjà presque 500 000 Juifs en Palestine, il y avait 2 millions d'Arabes qui ne s'entendaient pas, voilà, ça faisait des morts. Alors il y a eu, c'était à l'époque de la grande révolte arabe,
il y a eu ce qu'on appelait la commission Peel, organisée par la Société des Nations pour aller se rendre compte sur le terrain de ce qu'on pouvait faire. Et puis, leur conclusion, ça a été que, comme les deux communautés n'avaient aucune envie de vivre ensemble, il fallait séparer la Palestine en deux, un État arabe et un État juif. Voilà. Les Juifs de Yishuv, beaucoup ont refusé, ils voulaient toute la Palestine. Mais Ben Gurion, il était intelligent, il a accepté. Et c'est lui qui a prévalu. C'est la gauche qui était majoritaire à l'époque dans le mouvement sioniste qui a gagné. Mais bon, ça n'a servi à rien, puisque les Arabes n'ont pas comment refusé. Et puis, après la guerre, tout de suite après la guerre de 1945, donc les Anglais avaient gardé le contrôle de la Palestine et ils continuaient à interdire la Aliyah des Juifs. Voilà, la fameuse histoire de l'Exodus, tous les bateaux étaient arrêtés en pleine mer et ramenés dans les camps du nord de l'Allemagne. Ce n'était pas les camps de concentration, hein, c'était les camps de réfugiés. Bon, mais quand même, ça faisait mal au cœur. Alors, ça soulevait l'opposition du monde entier, l'indignation du monde entier. Ces juifs qui s'échappaient, qui rescapaient des camps de concentration et puis qu'on remettait dans des camps à Chypre ou à Hambourg en interceptant leurs bateaux et en leur refusant le droit de réaliser leur rêve d'aller vivre en Palestine. Alors, il y a eu l'Irgun à ce moment-là qui s'est détaché de la majorité de gauche qui cherchait toujours un accord avec l'Angleterre et qui a commencé à faire des attentats terribles contre les Anglais. Il y a eu en fin 1946 le fameux attentat de l'hôtel King David qui abritait à Jérusalem tout l'état-major anglais. Les membres de l'Irgun ont averti une demi-heure ou une heure, je pense une demi-heure avant l'attentat, avant l'explosion de la bombe, qu'il fallait évacuer l'hôtel, que l'hôtel allait exploser. Mais les Anglais n'y ont pas cru parce qu'ils avaient trop de mépris pour les Juifs quelque part. L'antisémitisme était très fort en Angleterre comme partout ailleurs en Occident à l'époque. Si l'état-major anglais avait refusé de bombarder les voies ferrées, la voie ferrée à rail unique qui desservait la Hongrie, qui desservait la Hongrie jusqu'à Auschwitz au cours du printemps et d'été 1944. Tous les jours, il y avait 10 ou 15 000 juifs hongrois qui étaient gazés à Auschwitz, le long de cette voie ferrée qui passait à travers les montagnes des Carpates. C'était une voie ferrée à voie unique qui passait par des tas de viaducs, des tas de ponts, des tas de tunnels aussi, mais surtout plein de viaducs et des tas de ponts. Une seule voie ferrée, il était très facile pour l'aviation anglaise de bombarder cette voie ferrée à rail unique, un seul rail, et d'arrêter les déportations. Mais ça ne les intéressait pas. Voilà. Et comme Lord Moynes, le plénipotentiaire anglais au Moyen-Orient, avait dit en 1944 à Yoel Brandt, le délégationniste, juste avant que les Juifs hongrois soient déportés, il avait supplié de trouver un accord avec les Allemands, de se débrouiller en leur octroyant des camions, etc. etc. On pouvait destiné, soi-disant, à un usage uniquement civil, mais en tout cas faire quelque chose pour sauver les Juifs hongrois. À l'époque, il n'y avait pas seulement les Juifs hongrois, il y avait des Roumains aussi, alors ça faisait 1 million de Juifs qui restaient encore en Europe du Sud-Est à sauver. Alors, Lord Moynes avait répondu au délégué sioniste, Yoel Brandt, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'1 million de Juifs? On n'a pas de place pour eux ici. Bon, finalement, l'Irgun a fait assassiner Lord Moynes. Enfin, donc finalement les Anglais avec les Arabes qui se battaient contre les Juifs qui se battaient contre les Arabes et les Juifs qui mettent des attentats sanglants contre les Anglais qui leur rendent la vie impossible. Alors les Anglais, ils n'en peuvent plus de la Palestine, comme le dénonce toujours Winston Churchill, bien qu'il a perdu le pouvoir, mais après la guerre 1945, il est dans l'opposition, mais il s'exprime quand même, il dit non mais c'est pas normal que aujourd'hui la Palestine, un petit État minuscule de 2 millions de personnes, mobilise plus de soldats anglais que tout le reste du monde réuni. Finalement, les Anglais en ont marre de la Palestine et ils disent qu'ils rejettent, ils abandonnent leur mandat sur la Palestine et ils soumettent le problème de la Palestine à l'ONU. Donc, il y a le fameux vote du 29 novembre 1947, Haftet November, dont beaucoup de rues en Eretz Israël portent le nom, et qui
et qui va décider, voilà, un vote à l'ONU pour savoir si oui ou non on va partager la Palestine entre deux États, un État juif et un État arabe. Alors, évidemment, les dirigeants sionistes mènent une campagne mondiale pour influencer tous les pays du monde, pour qu'ils votent pour le partage. Ça permettra, même si on n'aura pas la majorité de la Palestine, même on aura même une minorité, mais au moins on aura un État refuge. Voilà, après la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et ils envoient partout des émissaires. Un de ces émissaires est envoyé chez le rabbi Yosef Yitzhak en 1947. Il y a le rabbi qui travaille, qui a été nommé responsable de toutes les éditions, toutes les maisons d'édition du Bon Lubavitch à l'époque à New York, qui travaille au premier étage, le rabbi Yosef Yitzhak qui est au troisième. Et alors, je ne sais pas si le rabbi est au premier ou au deuxième, mais peu importe. Alors, il y a un délégué de la science juive qui arrive de la part de Zalman Shazar. Zalman Shazar n'est pas encore président de l'État d'Israël, qui n'existe pas encore en 1947, mais c'est un des dirigeants sionistes importants. Et il vient d'une famille Chabad, comme d'ailleurs beaucoup de dirigeants sionistes de la première heure, et il est encore très attaché à ses origines Chabad, Lubavitch. Alors, ce délégué sioniste qui vient persuader le Rabbi Rayatz de soutenir le projet de partage de la Palestine et le vote à l'ONU. On ne sait jamais, vous voyez, il y a des lobbies partout. Alors, le nom originaire de Shazar, c'était Roubatchov. Donc, le Rabbi répond, j'espère que les Roubatchov de Eretz Israël ne vont pas faire honte, ils vont faire honneur aux Roubatchov de Russie. Et il donne sa bracha. Et il dit, ce vote se passera, le résultat de ce vote sera Bechesed Brachamim. Et effectivement, d'une courte majorité, l'ONU vote avec URSS et États-Unis en tête pour le partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Les deux États devant être indépendants. Alors évidemment, comme lors de la commission pile de la Société des Nations en 1937, les Arabes refusent, les Juifs dansent dans les rues, mais les Arabes refusent. Et les Anglais n'ont pas encore quitté la Palestine, leur armée est toujours là, mais ils restent neutres dorénavant, et ils laissent les Juifs et les Arabes commencer à s'entretuer, à se battre. Tout le temps qui est entre ces périodes qui va du 29 novembre 1947 jusqu'au 14 mai 48, le 5/48, date à laquelle le dernier contingent armé anglais quitte la Palestine et où Ben Gurion proclame la renaissance de l'État d'Israël. Donc pendant cette période, il y a déjà une milice juive qui s'appelle la Haganah, qui possède très peu d'armes, très peu d'armes, parce que les Anglais font sans arrêt des razzias et des perquisitions chez les Juifs pour vérifier qu'ils n'ont pas d'armes, alors que chez les Arabes, ils ne rentrent pas. Les Arabes, c'est une tradition au Moyen-Orient, les Arabes ont des armes depuis des siècles, on ne peut quand même pas détruire comme ça leurs coutumes, leurs mœurs et leurs traditions. Mais chez les Juifs, ils peuvent se permettre. Donc, les Juifs n'ont quasiment pas d'armes, mais quand même, ils ont quelques armes et ils ont l'énergie du désespoir. Et le rabbi, lorsque les Chassidim Chabad d'Eretz Israël demandent au rabbi Rayatz comment ils doivent se comporter, le rabbi Rayatz leur dit de coopérer à 100% avec la Haganah. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut dire une chose. Autant le rabbi Rayatz et le rabbi Rachab avaient à un moment donné été extrêmement antisionistes, mais ils étaient antisionistes, pas contre le principe d'acheter des terres et de faire refleurir la terre d'Israël. Ils n'auraient jamais rien dit contre ça. Mais il faut voir que l'idéologie sioniste, dans son majorité, à l'époque, c'était changer l'identité du peuple juif. Changer l'identité du peuple juif, comme on dit, voilà. C'est-à-dire, être juif, ce n'est pas venir d'une mère juive et pratiquer la Torah. Être juif, c'est uniquement faire un État en Israël qui sera un État comme un autre, à l'assimilation individuelle, à succéder le principe de l'assimilation politique. Il faut un État indépendant, comme disait Ben Gurion, avec ses voleurs, avec ses prostituées, etc., etc. Malheureusement, il a été exaucé au-delà de ses espérances. Bon.
il paraît qu'à la fin de sa vie, il a fait tchouva là-dessus. Mais bon, dans son kibbutz de Sde Boker, où il lisait le Tanakh du matin au soir. C'était une désacralisation de l'identité juive. Et c'est ça contre se battait les Rebbeim. On a fait une Sirut Nefesh pendant des milliers d'années pour garder notre identité juive, on est le peuple du livre, le peuple de la Torah, et c'est pour ça que le monde entier nous respecte, hein, parce qu'on est le peuple du livre. Et puis, on va troquer ça pour devenir un peuple uniquement qui va être à l'image des autres peuples. Être juif, c'est seulement avoir un drapeau, une armée, un gouvernement comme les autres. C'est tout, c'est ça être juif. Ben non, c'est une désacralisation de tout ce qu'il y a de plus noble dans l'identité juive. En ce sens-là, le Rabbi Rayatz, le Rabbi Rachab ont mené des croisades antisionistes. Mais à partir du moment où la communauté juive d'Eretz Israël, elle est menacée physiquement d'un nouveau génocide, parce qu'il y a les 500 000 juifs d'Eretz Israël en 1948 qui sont menacés de génocide, évidemment, le Rabbi Yosef Yitzhak, il reprend le flambeau de ses pères. Hein. Le premier rôle d'un Rabbi de Lubavitch, c'est de protéger physiquement tous les juifs du monde, et puis c'est tout, là où ils sont. Donc en Eretz Israël, qui est à l'époque la communauté la plus menacée, même si celle de Russie, elle reste aussi très menacée à l'époque, avec les 3 millions de juifs qui sont menacés de plus en plus par Staline, qui prépare leur déportation en Sibérie. Mais bon, ça c'est un autre chapitre. Alors donc, en 1950, dit Shpat, Rabbi Yosef Yitzhak quitte ce monde, et avant de partir, il a déjà commencé à envoyer les chassidim pour faire des shlichuyot, aller ramener la Torah dans les kibbutzim d'extrême gauche, qui à l'époque sont anti-religieux. Et il leur dit ouvertement, jamais un mot contre le sionisme. Si vous dites un mot négatif, vous avez un pied hors du kibbutz, c'est pas la peine d'y aller. Voilà. Alors, il y a toujours quand même une dimension messianique hein, là-dedans, pas seulement la protection physique des juifs. Mais bon, on en reparlera la prochaine fois, si vous voulez bien. Avec l'aide du bon Dieu. Bon déconfinement à tous, et puis surtout bonne préparation et bonne fête de Shavuot. Voilà. Kol Tuv. Kol Tuv.